Ok, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre troisième épisode sur la programmation orientée objet côté Python. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur le concept d'héritage. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur ce concept. Et bien après ça, on va avancer, on va continuer avec la programmation orientée objet. Donc, un résumé rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait des classes comme sur le bout de coude, ce que vous pouvez voir. On a notre classe véhicule, c'est-à-dire cette première classe véhicule. On a notre classe car, notre classe voiture. Et on a notre classe électrique car. Ce bout de code, c'était pour essayer d'expliquer le concept d'héritage. Comme vous voyez, la voiture hérite de la classe mère ou de la classe parent qui est véhicule. Et la classe électrique car hérite aussi de la classe car qui elle hérite de la classe véhicule. Donc, vous voyez que la classe véhicule est la classe mère de car et car en retour est la classe mère de électrique car. Et ça crée une sorte de hiérarchie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est premièrement le mot-clé super. Le mot-clé super qui, si vous vous rappelez, ça nous permettait d'appeler une méthode de la classe parente. Donc, dans notre classe véhicule, on a la méthode init. Dans notre classe car qui hérite de la classe véhicule, on a cette ligne qui dit super.init, c'est-à-dire il appelle la méthode init de la classe, de la superclasse, donc de la classe parente. Et il lui passe les paramètres, le brand, le modèle et le year. Même chose pour l'autre electric car. Dans sa méthode init, il utilise super, c'est-à-dire il fait une requête à la classe parente et il lui demande, OK, je veux utiliser ta classe, je veux utiliser ta méthode init. Il lui passe les différents paramètres nécessaires. Si on essaye de run notre code, je vais juste run shift entrée. Je vais juste run notre code shift entrée. Et c'est ici qu'on va essayer de voir le résultat. La première classe qu'on crée, c'est une Tesla, qui est une voiture électrique. On lui passe le brand de Tesla, le modèle, disons le modèle 3, l'année 2023 et l'année 2023 et ici on lui passe la capacité de la batterie. Donc ici c'est 75 kWh. Pour la deuxième classe, on a créé juste une Toyota qui est une voiture simple avec le modèle Toyota, le brand Toyota, le modèle et l'année aussi. Maintenant, on utilise les print, les fonctions print pour essayer d'afficher les différentes caractéristiques et utiliser quelques méthodes. Ici, alors, on a Tesla.brand. Tesla.brand, Tesla qui est notre première voiture qu'on a créée. On appelle la propriété brand. C'est-à-dire, on va récupérer la propriété qui est brand, c'est-à-dire quelle propriété Tesla. On va récupérer Tesla. On met le brand, on met le modèle, on met deux points. Après, on met le start engine. Le start engine méthode qui, dans le cas d'une electric car, retourne juste ceci. Dans Silent Star et Ready to Go. Dans le cas, donc pour une voiture qui n'est pas une voiture électronique, c'est-à-dire une Toyota. Pour une Toyota, lorsqu'on appelle Start Engine, ce qui se passe, si on vient dans notre voiture simple, premièrement, on va remarquer qu'il n'y a pas la définition de Start Engine. Et comme il hérite des véhicules, Python va venir dans le car, il va dire OK, il n'y a pas Start Engine, il va monter dans la classe parente. Dans la classe parente, on a véhicule. Et c'est ici qu'on trouve notre méthode de Start Engine. Ici, ça nous retourne juste une chaîne de caractères Engine Started. Maintenant, oui, lorsqu'on run les deux là, on voit bien le résultat. On voit bien le brand qui est print, le modèle. Après, on voit ce que notre fonction Start Engine, ce que notre méthode de Start Engine retourne, qui sont des strings dépendant de la classe parente. Donc aujourd'hui, le point sur lequel on va un peu essayer de se focaliser, on va un peu toucher quelques autres concepts de l'héritage avant de partir à notre troisième point de les quatre piliers de la programmation orientée objet. Alors aujourd'hui, on va d'abord voir avec le concept d'héritage. Je crois que la dernière fois, on avait déjà parlé des méthodes magiques, c'est-à-dire les méthodes qui commencent et finissent par les doubles underscore. On a ces méthodes comme la méthode de STR, la méthode init, la méthode
représentations, plusieurs autres méthodes ainsi. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les méthodes. On a la méthode dans la classe parente et on a la méthode dans la classe enfant. Cette méthode dans la classe enfant est en train d'écraser ou est en train de override la méthode qui se trouve dans la classe parente. Maintenant, avec nos classes, c'est-à-dire avec nos classes enfantes et nos classes parentes, on a une propriété. Une propriété, on peut aussi dire que c'est une propriété privée. Ça commence par double underscore, ça finit par double underscore. Et c'est la propriété B6. Ça permet de nous dire qui est notre parent. Par exemple, ici, on avait une classe admin. La classe admin, lorsqu'on fait admin.b6, on nous dit que OK, la classe de base, so the base class, c'est user. Ça veut dire que user, c'est la classe parente. Dans notre cas, si on part dans notre exemple, ici, et je commente juste ce code. À la suite, maintenant, je fais un Tesla. Point, je fais un underscore. Et je fais base. Ok, premièrement, ça va pas me donner l'autocomplétion et je ne sais pas si vous avez vu pourquoi, mais si vous n'avez pas vu pourquoi, ça va pas me donner l'autocomplétion parce que cette propriété est disponible sur les classes. Or, ce que je viens de faire, je viens d'appliquer la propriété sur ce qu'on appelait une instance d'un objet. Donc, si je veux tester cette propriété, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le nom de la classe qui est electrica.b6 et je vais juste print ceci. Dans un instant, je mets dans la fonction print. Et je run le code. Ok. Lorsque je run le code maintenant, electric_car.b6, ça me dit que, ok, electric_car, sa classe parente, c'est la classe car. Et je crois qu'on peut vérifier ça ici, electric_car. Donc, cet attribut vous permet juste de vérifier la classe parente d'une classe enfante et d'avoir des informations dessus. Si on repart, c'est la même chose qu'on a testé sur guest, qui est aussi un enfant de user. Et c'est la même chose qu'on a testé sur super admin, qui est aussi un enfant, qui cette fois a été un enfant de admin. Maintenant, tout ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on appelle l'héritage simple, c'est-à-dire une classe hérite d'une autre classe. Mais on a aussi un autre type d'héritage qu'on appelle héritage multiple. Cette fois, une classe ne va pas juste hériter d'une classe, mais va hériter de plusieurs classes. Sur notre bout de code, on peut voir notre classe A. On peut voir notre classe A avec une méthode foo qui retourne juste un point d'exclamation. Notre classe B avec une méthode bar qui retourne un point d'interrogation. Et maintenant, la classe C, elle hérite en même temps de la classe B et de la classe A. Donc, ça, c'est un héritage multiple, vu qu'elle hérite de plusieurs classes en même temps. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle aura accès à toutes les méthodes. Donc, elle aura accès à la méthode foo et elle aura accès à la méthode bar dans la classe C. Et ça peut être très utile. Et c'est ce principe qui sont utilisés dans les frameworks modernes. Donc, le principe d'héritage multiple est vraiment utilisé massivement dans les frameworks modernes comme Django pour les applications web ou encore Flask toujours pour les applications web. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur l'héritage. Et tout au long de la formation, tout au long des projets et des TP qu'on va faire, on va apprendre plus dessus. Donc on ne peut pas juste tout balancer comme ça, ce serait un peu trop vague. Donc on va passer maintenant à un autre concept de la programmation orientée objet qui est cette fois l'abstraction. Maintenant, qu'est-ce que l'abstraction? L'abstraction, c'est le fait de cacher des détails qui sont pour nous inutiles. Je vais prendre l'exemple de lorsqu'on veut représenter par exemple une personne en programmation orientée objet. Ce qu'on fait, c'est qu'on va pas prendre toutes les caractéristiques d'une personne. Comme par exemple cette image, on peut voir qu'une personne a tant de caractéristiques et encore sur cette image, c'est juste une petite partie de cette caractéristique. Ce qui se passe, c'est que si on veut par exemple utiliser cette personne en code, on va créer une classe. Dans la classe, peut-être on peut juste prendre son nom, sa taille, sa couleur et deux ou trois autres caractéristiques. Mais toutes les caractéristiques qui sont listées ici, on ne va pas les utiliser. C'est ça le principe d'abstraction.
enlever les détails qui nous sont inutiles et juste se focus sur les détails qui sont utiles. Maintenant, vous allez voir que pourquoi on utilise l'abstraction, pourquoi ne pas juste créer une classe avec toutes les propriétés d'un être humain. Là, si on crée une classe, par exemple, avec toutes les propriétés d'un être humain, ce qui est, entre parenthèses, impossible, vu que on ne connaît même pas encore toutes les propriétés d'un être humain, ça va augmenter la complexité du code. Imaginez une classe qui a 100 attributs. Là, dire que vous allez retenir les 100 attributs dans la tête, c'est presque impossible et vous n'allez pas utiliser ces 100 attributs. Non, lorsqu'on utilise l'abstraction, premièrement, ça enlève la complexité. Ça essaie de réduire la complexité à un certain niveau. Ça aussi augmente la sécurité. Sécurité, pourquoi? Parce que les données, les attributs dont on n'a pas besoin, on ne les utilise pas. Mais si on n'a pas besoin des attributs et qu'on les met juste là parce qu'on veut juste les mettre, ça ouvre des portes dérobées, ça donne des données à des attaquants malicieux, à des cybercriminels et tout cela. De telle façon que lorsqu'ils voient ta classe, il y a des données qui ne sont pas utilisées, il y a une tonne de données là. Avec cette tonne de données là, ils récoltent des informations. Troisièmement, ça permet la reusability. Donc, on peut réutiliser ça over and over and over again. Et je vais prendre le dernier point qui est le loose coupling. Le loose coupling, c'est-à-dire ça ne fait pas que votre code soit trop collé, que des parties ou des modules de votre code soient un peu trop collés entre elles, c'est-à-dire dépendent un peu trop entre elles. On va voir tous ces concepts et ces phrases dans le code. Dans le code, ce serait un peu plus facile de comprendre. Avec l'abstraction, on essaie juste de cacher les détails qui ne nous intéressent pas et de mettre en avant les détails qui nous intéressent. Maintenant, un exemple d'abstraction, on a déjà vu les exemples d'abstraction. Si on revient même juste sur notre exemple de 4, vous allez voir que si on avait notre chat, les chats ont, on peut dire, plus de propriétés que tout ce qui est listé ici. Mais dans notre programme, on a juste représenté les chats avec ces propriétés. Et ça, c'est déjà un exemple d'abstraction. On a caché les détails qui étaient inutiles à notre programme et on a juste pris les détails qui devaient nous servir. L'abstraction, c'est comme l'un des concepts les plus faciles et on va voir ça over and over again. Donc, le next principle, je crois que c'est le troisième, c'est le principe de encapsulation. Maintenant, encapsulation, c'est ce qui va vraiment apporter un niveau de sécurité plus à nos programmes. Si on essaie de définir juste ce que l'encapsulation, vous allez voir que l'encapsulation, c'est une méthode qui vous permet de dissoudre votre variable, vos méthodes, vos données peuvent être accessibles en dehors de la classe, à l'intérieur de la classe, par les enfants de la classe, etc., etc. Vous allez voir que on a des attributs qui représentent par exemple des propriétés des objets de son interface comme le nom, des informations relativement simples, nom, image, âge, etc., etc. Ces attributs, on peut dire qu'ils sont publics, vu que ne sont pas vraiment des attributs qu'on voudrait vraiment trop sécuriser. Et imaginez à notre classe user, on a une partie on a un attribut qui s'appelle password. Est-ce qu'on va mettre ce password de la même façon qu'on a mis le nom, l'âge et le reste? Non, n'est-ce pas? Vu que si on met le password public, tout le monde aura accès au password et tout le monde pourra voir le password. Là où maintenant va entrer le principe d'encapsulation qui vient avec ce qu'on appelle les access modifiers. Maintenant, les access modifiers, on en a trois types. On a les publics, donc pour les données qui sont publiques. On a les privés, pour les données qui sont privées, comme les mots de passe qu'on veut garder juste pour la classe. Et on a protected. Protected, c'est une version un peu moins renforcée de private. Et on va voir pourquoi on dit moins renforcé de private. Maintenant, pour une donnée comme le password, le mot de passe, oui, on pourrait le mettre privé et le hasher. Et vous allez voir que de la même façon que pour les attributs, on a les attributs publics, privés et protected. On a la même chose pour les méthodes. On a les méthodes publiques, les méthodes privées
et les méthodes protected. Maintenant, sur notre petit diagramme ici à côté, on essaie de voir comment cela se représente en Python. Vous allez voir que pour déclarer une variable, ou je dis une variable en parenthèse, une propriété de la classe, pour déclarer une propriété de la classe qui est dans notre cas le nom, de façon publique, on met juste le nom. On met juste le nom de la variable, c'est-à-dire name, self de name. Mais si on veut qu'elle soit protected, on va mettre un underscore devant son nom, comme par exemple la variable project. Et protected maintenant signifie que je serai accessible dans la classe et dans les enfants de la classe. Et en salary, on a voulu que salary soit private. On a mis double underscore au début. Ainsi, avec le double underscore, la variable ne sera accessible qu'à l'intérieur de la classe et nulle part ailleurs. Donc ça, c'est les trois types de access modifier qu'on a en Python. Et on va essayer de partir dans le code et de voir un peu comment ça marche. Bureau. Ok. Donc ça, c'était la partie pour la programmation orientée objet. Maintenant, si je repars dans l'exemple d'Access Modifier, ok, on crée une classe. Voyons voir si on a une classe ici. Ok, ici j'ai une classe bank account, n'est-ce pas? J'ai ma classe bank account. Dans ma classe bank account, vous allez voir que je vais me passer toutes les propriétés en private. Toutes les propriétés sont en private. Comment je sais ça? C'est parce que ça commence par un double underscore. J'ai mis le propriétaire en privé, son balance en privé, l'historique des transactions en privé, le numéro de compte en privé. Donc, toutes ces informations sont les informations très sensibles qu'on ne voudrait pas que ce soit accessible à n'importe qui. C'est pour ça qu'on les met en privé. Mais si on a des informations qu'on juge pour notre programme qui ne sont pas vraiment très privées, on les met juste en public. Maintenant, pour les mettre en public, c'est comme on a vu, on écrit juste le nom et on n'a pas besoin de mettre un underscore à la fin. Sans underscore, donc pour nos variables qui sont publiques. Maintenant, on va partir dans un exemple qui est spécifique à notre contexte, c'est-à-dire notre contexte d'encapsulation. Ici, vous allez voir une variable avec un seul underscore. C'est une variable qui est protected. Ici, on a, j'ai bien dit quand je dis variable, c'est attribut ou propriété de la classe. Ici, on a un autre attribut, c'est-à-dire balance. Ça commence avec deux underscores. Ça veut dire que c'est un private attribute accessible juste dans la classe. Après, on a deux méthodes. Une méthode pour deposit, une méthode pour withdraw et une autre dernière méthode, juste une méthode informatique, une méthode pour get le balance. Ce qui se passe maintenant, c'est que on crée un compte dans account avec la classe bank account et notre méthode init qui est le constructeur. Elle a besoin d'un owner et d'un initial balance. On lui passe alors on a de John Doe avec disons 1000 francs CFA comme balance initiale. Maintenant, on dit OK, on va déposer 500 à l'intérieur du account. Donc, on va utiliser la méthode deposit. On va venir ici. On fait une vérification sur l'amount qui est passé. Est-ce que l'amount est plus grand que 0? C'est-à-dire, est-ce que 500 est plus grand que 0? Oui, 500 est plus grand que 0. Donc, on incrémente la balance de plus 500. Maintenant, si le balance est plus grand que 0, si le balance est plus grand que 0, on va juste incrémente le balance avec le amount. Et après ça, on va retourner une chaîne de caractères formatée. Sinon, donc, si ceci n'est pas vérifié, on va juste retourner invalid deposit amount. Après, on withdraw 200. Donc, on enlève 200. Ici, on vient encore vérifier si le amount qui est passé est plus grand que 0 dans un premier temps. Il est inférieur ou égal aux balances pour vérifier qu'il a suffisamment pour pouvoir enlever. S'il a suffisamment, on va réduire la balance de cet amount et après on va retourner une chaîne de caractères formatée avec les nouvelles informations. Sinon, on va lui retourner une chaîne de caractères lui disant que ok, vous ne pouvez pas retirer cet amount parce que votre balance est insuffisante. Après le get balance, on va juste nous donner des informations dessus. Donc je vais essayer de run. Ici, avec la première méthode call, deposit, ça me dit deposited $500. Donc nous sommes ici. $500 new balance. Ok, maintenant lorsque je withdraw,
Ok, ça veut dire ok. Et lorsque je check le current balance, ça m'envoie current balance. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'accéder à cette propriété qui est la propriété underscore underscore balance, qui est une propriété normalement private. Et je vais exécuter le code de voir. Donc, ce que je fais, juste commenter ceci, CTRL slash, et je vais exécuter le code. Ça tourne déjà. Quelque chose se passe. On a une erreur. Il nous dit attribute error. Bank account dans la classe bank account. Bank account object, c'est-à-dire notre petit account, has no attribute underscore balance. Donc Python n'arrive pas à trouver, il n'arrive pas à avoir accès à cet attribut qui est underscore balance. Pourtant, on a bien ça dans notre classe. Ça, c'est le pouvoir de encapsulation. On a fait que cet attribut soit privé. Du coup, il ne pourra pas avoir ça, cela, hors de la classe. Dans notre cas, si on essaye par exemple de trouver le account owner et qu'on exécute, la balance. Le account owner et qu'on exécute, vous voyez que là maintenant, ça ne nous a pas retourné une erreur. C'est ce que je disais, le protected, c'est une version qui est un peu moins restreinte du private. Et là maintenant, on réussit à connaître le owner de notre classe. Donc, pour ne pas rendre la vidéo trop longue, on va d'abord s'arrêter sur ces principes pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va entamer le dernier principe de la programmation orientée objet qui est le polymorphisme. Jusqu'à là, take care.